Bonjour à tous, nous sommes à Strasbourg en session plénière du Parlement européen et je suis avec Isabelle Thomas qui est députée européenne et vice-présidente du groupe des socialistes et démocrates. Isabelle Thomas, bonjour. Bonjour. Alors le Parlement a aujourd'hui adopté largement votre rapport sur la révision du cadre financier pluriannuel. Félicitations. Merci. On va rappeler que le cadre financier pluriannuel, c'est la programmation des dépenses à long terme de l'Union européenne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement en quoi cette révision était importante ? En fait, le budget de l'Union européenne, c'est pas exactement comme les budgets nationaux. Les budgets nationaux, ils sont annuels. Et pour le budget de l'Union, on vote un budget, un cadre budgétaire, tous les 7 ans, dans lequel doit s'inscrire chaque budget annuel, mais de manière extrêmement contrainte, puisque l'addition de ces budgets ne doit pas sortir de ce qui a été voté au point de départ. Donc, en l'occurrence, c'était en 2013 pour le cadre financier pluriannuel 2014-2020. Donc on a prévu les dépenses en 2013 jusqu'en 2020. Absolument. Et évidemment, en 2013, nous n'étions pas exactement dans la même situation qu'aujourd'hui. Déjà, quand on a voté en 2013, on avait une régression, une diminution du budget pluriannuel par rapport au cadre précédent. Et pourtant, entre-temps, la Croatie rentrait dans l'Union européenne. Donc non seulement on avait une diminution budgétaire, sous la pression de Cameron déjà, mais en plus, avec un pays en plus. Supplémentaire. Or, depuis 2013, comme chacun d'entre nous le sait, nous avons eu énormément d'événements qui sont venus ajouter des priorités aux priorités que nous avions déjà établies. Les priorités que nous avions établies en 2013, c'était la lutte contre le chômage, c'était notamment le chômage des jeunes, c'était la croissance et notamment tout ce qui était les budgets, par exemple, de recherche, de création d'entreprises, de cohésion, c'est-à-dire en fait les budgets qui permettent aux régions d'investir. Donc il y avait un certain nombre de priorités, sauf que depuis, il y a eu toutes les crises qu'on il y a eu connaît. toutes les crises qu'on connaît. La première d'entre elles d'ailleurs, ça a été la crise de l'investissement, puisque on a un déficit d'investissement de 300 milliards par an dans l'Union européenne, qui n'a pas été rétabli, et ce depuis la crise économique de 2008. On a eu le phénomène de migration à partir de 2014-2015 qui a pris une ampleur absolument phénoménale. On a eu également les attentats et le problème de sécurité. La question de la sécurité des frontières extérieures. Exactement, qui est venu malheureusement aggraver la situation et qui est devenue aussi une priorité. Mais pendant ce temps-là, les autres priorités, elles, n'ont pas été réduites pour autant. C'est-à-dire que le chômage des jeunes perdure, les besoins d'investir dans la recherche pour pouvoir continuer à investir demain dans la création de richesses également. Les crises agricoles se sont multipliées. On a eu la crise du lait, on a eu l'embargo de la Russie sur les produits agricoles européens, etc. Donc, effectivement, de nombreuses crises se sont accumulées. Avec, du coup, si je comprends bien, le cadre budgétaire qui, lui, avait déjà été défini avant. Du coup, il a fallu sacrifier, avec un cadre budgétaire déjà trop petit, sous-dimensionné, et avec des priorités qui, elles, se sont multipliées. Donc, heureusement, sous la pression du Parlement en 2013, on avait prévu, à l'article 2 de ce texte, qu'à mi-parcours, c'est-à-dire avant le 31 décembre 2016, voilà, le Parlement et le Conseil et la Commission pourraient revoir ce cadre financier pluriannuel. Or, nous avions en début d'année, de la part de la Commission, des informations peu positives, c'est-à-dire qu'en fait, la Commission ne voulait pas trop toucher au cadre financier pluriannuel, malgré... Alors même qu'elle s'y était engagée. Alors même qu'elle s'y était engagée, mais surtout malgré les événements. Et malgré le fait que, par exemple, je vous prends un exemple, dans le budget 2016, on a dû utiliser toutes les flexibilités possibles. On a dû couper le budget Horizon 2020, c'est-à-dire le budget de recherche. On a dû couper le budget qui finance des infrastructures de transport ou des infrastructures énergétiques, par exemple. On a dû stopper les engagements sur le budget
de la lutte contre le chômage des jeunes. Donc on a J'ai dû sacrifier des priorités. sacrifier des priorités qui existent toujours et qui sont toujours très importantes. Et du coup, on se retrouve avec un budget qui n'est pas du tout à la hauteur et qui ne peut pas répondre aux enjeux qui se posent à nous. Et quand on n'a pas les moyens de sa politique, eh bien, on n'a non seulement pas de résultats, mais en plus de cela, on a des citoyens qui se mettent en colère, qui sont insatisfaits et qui se demandent à quoi sert l'Europe. Et je crois que c'est exactement la situation où nous sommes. Les citoyens se demandent à quoi sert l'Europe parce que nous n'avons pas les moyens d'agir la plupart du temps. Alors nous avons bien sûr des moyens réglementaires, nous pouvons voter des règlements, mais nous n'avons pas vraiment les moyens d'agir pour pouvoir relancer l'économie, pour pouvoir se battre contre le chômage des jeunes, pour pouvoir aider la recherche en termes suffisants. Et donc, si je comprends bien, tout l'enjeu de ce rapport que vous avez porté devant le Parlement a été de pointer ces dysfonctionnements et ces manques budgétaires, et du coup, j'imagine de faire des recommandations afin d'obtenir je dis des ajustements, mais j'imagine même plus que ça, finalement. Exactement. En fait, comme je le dis souvent, en 2013, quand on a voté, le cadre financier pluriannuel était insuffisant. En 2016, quand on a commencé à avoir cette multiplication de crises, il était totalement obsolète. Et en plus là, comme vous le savez, le 27 juin, il y a eu les référendums britanniques, le Brexit, qui a conduit à la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne et qui démontre bien que les citoyens en ont marre et qu'ils ont, non seulement ils doutent, mais ils sont à deux doigts, en tout cas même pas à deux doigts pour les Britanniques, mais ils sont majoritairement prêts à rejeter l'Europe si ça ne change pas. Et c'est ça l'enjeu ce ne sera pas la solution unique évidemment que celle de réviser le cadre financier pluriannuel, ça ne résoudra pas tous les problèmes, mais en tout cas c'est le minimum de ce qu'on puisse faire. Une ambition budgétaire. Un budget dimensionné aux priorités et aux enjeux que rencontre l'Union européenne. Et notamment, effectivement, comme vous le disiez, remonter un certain nombre de plafonds, supprimer des coupes budgétaires qui ont été faites en 2015 ou en 2016. Je vous donne un exemple. Sur la rubrique 3 qui concerne par exemple la sécurité et aussi la question de l'accueil des migrants, nous avons dépassé les plafonds de 150%. C'est pas possible. Je comprends bien. Mais du coup, je vais me faire un peu l'avocat du diable. À partir du moment où on demande, comme vous le semblez le dire, d'augmenter les plafonds, de revenir sur certaines coupes, ça se traduit finalement par demander des moyens supplémentaires. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, un paradoxe justement après le Brexit que vous venez d'évoquer, de demander finalement des moyens supplémentaires, notamment aux États, puisqu'aujourd'hui le financement du budget est tel qu'il est essentiellement construit sur la base des contributions nationales. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que justement les Européens le perçoivent assez mal et qu'ils le reçoivent comme un peu une demande d'effort supplémentaire de leur part? Écoutez, le Parlement est sérieux. Le Parlement, il constate, en l'occurrence. On a voulu faire un exercice le plus objectivé possible. Nous, on constate que entre les priorités affichées et les moyens mis en œuvre, il y a un décalage. Pas un décalage, un fossé, un gouffre, un précipice. Donc, responsable et volontaire pour essayer de faire correspondre les moyens aux besoins et surtout à la réalité, nous sommes dans l'obligation de dire, et de le dire le plus fortement possible, il y a un problème, y compris de sincérité budgétaire. Il y a un problème de responsabilité. On ne peut pas faire des annonces d'un côté et ne pas donner les moyens de ces annonces de l'autre. Donc là, on est face à une contradiction que nous, en tant que Parlement représentant des citoyens européens, nous avons le devoir et la responsabilité d'assumer et de dire les choses et pas de les dissimuler. Donc partant de là, effectivement, je comprends votre question, mais ce serait mentir et ce serait ne pas assumer nos responsabilités que de le dissimuler. Donc, nous le disons haut et fort. À partir de là, effectivement, vous dites oui, mais on demande aux États membres de mettre dans le budget de l'Union européenne. Pas du tout. Ce n'est pas... Enfin, en tout cas, ce que nous disons aussi dans ce rapport,
c'est que pourquoi est-ce que ce budget est en diminution? Nous avons été chercher les causes de ce problème. Ouais. Pourquoi est-ce que ce budget a été en diminution en 2013? Et pourquoi on est bloqué sur les plafonds aujourd'hui? Parce que la structure du budget de l'Union la structure des ressources du budget de l'Union provient non pas de ressources propres à l'Union, mais provient de ce qu'on appelle la contribution nationale, c'est-à-dire le chèque des États membres au budget de l'Union. Ce n'était pas le cas avant. Avant, à 75%, le budget de l'Union était composé de recettes qui étaient des ressources propres et les États membres ne payaient que 25% environ de leur contribution. Donc il n'y avait pas ce blocage de la part des États membres et on déshabillait pas Pierre pour habiller Paul. Et quel est le ratio à peu près aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est un ratio inversé, c'est-à-dire que 80% des ressources proviennent des États membres, c'est-à-dire du chèque des États membres, et moins de 20% proviennent des ressources propres. Donc ce que nous disons, c'est qu'il faut revenir à des ressources propres de l'Union. Et nous avons, en tout cas moi je fais des propositions en ce sens, et contrairement à ce qu'on dit, parce qu'évidemment quand je dis ça on dit oui vous allez encore lever l'impôt, etc. Mais il y a des impôts qui sont très populaires. Il y a des impôts qui ne touchent pas ceux qui payent déjà, les salariés, les petites entreprises, les commerçants qui payent déjà plein pot l'impôt, c'est évidemment pas eux qu'il faut toucher. Quels exemples du coup, l'exemple évidemment de ce que j'appelle la corporate tax ou la taxe sur les multinationales, qui eux, si l'on suit les conclusions de l'affaire LuxLeaks, font de l'optimisation fiscale pour ne pas dire de l'évasion fiscale, idem pour Panama Papers d'ailleurs, et il y a là évidemment des milliards de ressources qui sont aujourd'hui pas inutilisées, mais qui ne contribuent pas au bien public et à la dépense publique. Donc là, on a, je dirais, un boulevard. Et je suis sûre que si on rétablit cette justice fiscale, on a largement de quoi répondre à tous les enjeux et à toutes les priorités que je définissais tout à l'heure. Donc on voit qu'il y a encore énormément finalement de batailles dans ce combat budgétaire que vous menez au Parlement. Alors là, justement, ce qui est intéressant dans ce rapport qui a été voté ce matin et que j'ai eu l'honneur de rédiger avec mon collègue Jan Olbricht, ce qui est intéressant, c'est que ça a été un rapport du Parlement, au sens où il a été voté par les socialistes et démocrates, les Verts, la droite et le centre. C'est-à-dire qu'il y a une volonté du Parlement de dire « stop, ça suffit ». Et il y a une volonté du Parlement d'aller à la bataille, y compris contre ceux qui bloquent, parce que moi je veux bien que le Conseil bloque et défende son budget national, que chaque chef d'État et de gouvernement défende son budget national, mais dans ce cas-là, qui ne nous empêche pas de mettre en place des ressources propres qui contribueraient non seulement à rendre plus efficace l'Union européenne, mais qui en plus les soulageraient dans leurs budgets nationaux. Donc là, je crois qu'il faut vraiment qu'on aille au bout de cette bataille. C'est pour ça qu'il fallait que le Parlement soit le plus uni et le plus fort possible, pour que l'on puisse, à la fin de l'année, là, quand on va négocier le budget 2017 et la révision du cadre financier pluriannuel avec le Conseil et avec la Commission, nous soyons le plus fort possible pour obtenir le plus possible. C'est un devoir de démocratie. Nous sommes représentants des citoyens, nous considérons que nous défendons l'intérêt général et j'espère que nous aurons de belles victoires à cette occasion. Certainement pas toutes, pas toutes les revendications et pas toutes les préconisations que nous avons édictées dans le rapport, mais j'espère que je ne dirais pas que nous allons révolutionner l'Union européenne parce que ça ne sera pas suffisant, mais je veux dire la question budgétaire, mais en tout cas changer l'Europe. En tout cas, on vous félicite pour cette première victoire qui, on espère, en appellera d'autres, et puis on vous souhaite bon courage en tout cas dans cette bataille, en espérant pouvoir vous revoir à l'occasion de futures batailles ici au Parlement. Merci. Merci Isabelle Thomas.